Je me mets beaucoup de pression, car je sais de quoi je suis capable. C'est pas de moi du tout, c'est un tweet. Apparemment, beaucoup de gens se sentent d'accord avec cette phrase car elle a reçu 300 000 j'aime, ce qui, pour un tweet, à notre époque, est beaucoup. Est-ce que ça résonne avec vous ? Je dirais que si vous vous identifiez avec, même un tout petit peu, vous êtes probablement jeune. Donc vous avez naturellement énormément de potentiel et peut-être aussi la peur de le gâcher. Plus on avance dans le temps, moins on a de potentiel. Est-ce que c'est vrai ? C'est ce que je me dis intuitivement. Par exemple, on n'a jamais autant de potentiel qu'à l'instant précis suivant notre conception, quand nous ne sommes pas grand-chose de plus qu'une cellule. À ce stade, les cellules sont dites totipotentes. En latin, ça veut dire tout-puissant, ou qui a toutes les potentialités. Ces cellules ont la capacité de se différencier en n'importe quel tissu de l'organisme, qui plus tard pourront former un embryon, et encore plus tard pourront former une personne, si tout se passe bien. Et je pense que la clé de cette notion, elle est là. Le potentiel, c'est quelque chose qui peut exister si. C'est quelque chose qui n'est pas réel. Ça n'existe pas encore, mais ça pourrait exister dans le futur. Ton potentiel, c'est l'ensemble de tout ce que tu pourrais être au fil du temps. Et tu pourrais être beaucoup de choses, mais tu ne peux pas tout être. Pas vrai ? Il y a forcément du potentiel que tu ne vas jamais accomplir. Si ces cellules toutes puissantes avaient voulu garder leur potentiel par crainte de faire un choix, elles ne se seraient jamais transformées en une personne et seraient restées pour toujours un amas de cellules sans grand intérêt finalement. Si tu ne décides pas quel potentiel tu veux accomplir, tu finiras forcément avec quelque chose que tu ne veux pas, ou même rien. Voir les choses comme ça représente une pression monumentale, car nous ne sommes pas des cellules en pleine division. Nous sommes des personnes dans un monde très compliqué. Et à l'inverse des cellules en pleine division, notre vie n'est pas finement orchestrée. Et nous sommes voués à faire des mauvais choix, ce qui est humain. Alors, en face d'un potentiel qui peut sembler infini parfois, comment choisir ? I hate wasted potential. That shit crushes your spirit. It really does. It crushes it. YouTube m'a dit que j'étais un créateur à haut potentiel. Pourtant, l'hymne national de ma chaîne YouTube, c'est des bruits de criquets, essentiellement. Peut-être que ce potentiel est gâché, ou peut-être qu'il est gâché et accompli, simultanément, dans deux mondes parallèles. Après tout, il n'existe pas un, mais une infinité d'univers où toutes les possibilités existent. D'après la théorie des mondes parallèles, du moins. Dans certaines versions de ces théories, les différents chemins ou timelines naissent à chaque choix que l'on fait, ou qui est fait pour nous. Donc, après tous mes choix, suis-je dans la timeline du succès ou dans celle de l'échec ? Je ne sais pas, mais j'y pense tous les jours. Que les univers parallèles existent ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Si une chose est sûre, c'est que la métaphore est au moins très adaptée, car notre cerveau est entièrement capable d'imaginer et de ressasser des centaines de versions de ce que pourraient être les choses, de ce que pourrait être notre vie. Et ça donne un profond vertige. Moi, ça me donne la FOMO, la crainte de rater quelque chose. Défini par son auteur, c'est censé s'appliquer plutôt aux situations sociales. Par exemple, le soir du Nouvel An. Il y a tellement de soirées, peu importe celle choisie, planera au-dessus de ma tête le sentiment qu'une meilleure
est en train de se passer ailleurs. Moi, je ressens la même chose quand je pense à la réalité en termes de timeline qui se divisent et font des branches dans tous les sens. L'impression que la meilleure timeline est en train de se passer sans moi, quelque part, dans un autre univers. L'angoisse grandissante d'avoir raté la bonne sortie sur l'autoroute. Être piégé dans mon véhicule qui se dirige dans la mauvaise direction, sans même le savoir. Le sentiment que je n'ai pas le droit à l'erreur, que je serai engagé à mes erreurs, que je dois tout réussir du premier coup. Quand j'étais petit et que je jouais à des émulateurs, j'utilisais la fonction retour en arrière toutes les 3 secondes. Dans la vraie vie, je n'ai pas ça. Je dois réussir ma vie first try. Ça me tétanise, ce qui m'a fait rater des opportunités, ce qui a fait grandir le sentiment de FOMO, ce qui a nourri le cercle vicieux, ainsi de suite. Impossible de choisir, vouloir tout faire, intéressé par tout, un peu bon en tout, expert en... Et ça se voit sur l'histoire de ma chaîne YouTube. Quand je faisais quelque chose un petit peu trop longtemps, j'étais pris d'angoisse pour je ne sais quelle raison. Et forcément, aujourd'hui, je me demande où est la timeline où je n'ai jamais arrêté mes efforts dans une discipline, celle où je suis resté One French Guy. J'en souffre beaucoup. J'ai 26 ans. J'ai tout juste 27 ans. J'ai 28 ans aujourd'hui. J'ai déjà dédié 7 ans de ma vie pour mes études et j'ai l'impression que j'aurais pu faire plus en tant que créateur et aspirant artiste. Aujourd'hui, je n'ai plus les études pour me servir d'excuse. Je suis libre de poursuivre la carrière créative dont je rêve tant et pourtant, je suis toujours bloqué. Il me fallait un remède pour me sentir mieux, prendre de meilleures décisions. Alors j'ai commencé à écrire. Mais ce que j'ai trouvé en cours de route n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Mais en fait, ça m'a fait réaliser que je peux être qui je veux. Et ça m'a foutu une pétage. Alors, à quoi je m'attendais en écrivant cette vidéo ? Quand j'ai commencé, je voulais lancer une réflexion pour m'aider à trouver une solution à ce mal-être plutôt distant, pas très intense, mais constant. Cette pression que j'ai de ne pas faire assez, de ne pas travailler assez. Cette tendance que j'ai à ne pas me tenir à ce que je commence, qui me donne l'impression de gâcher ce dont je suis capable et qui je pourrais être. Et ça, depuis l'adolescence. Je m'attendais à ce que cette réflexion m'aide à me discipliner pour travailler plus, travailler mieux. Concrètement, pour faire très simple, je voulais me débloquer mentalement pour augmenter ma productivité. Après tout, n'est-ce pas en travaillant dur qu'on peut accomplir son potentiel ? Et n'est-ce pas normal de se sentir mal si on n'est pas à la hauteur ? Si je me sentais bien tout le temps, je n'aurais aucune raison de poursuivre mes objectifs. Ce genre de pensée régnait sur mon quotidien. Et c'est logique, car mes expériences de vie ont validé cet état d'esprit. Doubler, tripler d'efforts m'a apporté énormément de positif à plein de moments de ma vie. Alors c'est naturel de vouloir recommencer en mieux, en plus grand. Voilà ce que j'attendais de ce script. M'aider à faire mieux ce que je faisais déjà bien. Je me disais que le remède à la FOMO, c'est l'effort. Et qu'avec suffisamment d'efforts, je pourrais faire autant de choses que possible. Seulement voilà, l'expérience m'oblige à admettre qu'il y a un problème avec cette stratégie. Car je l'applique à ma vie depuis des années et même si j'avance techniquement, je suis diplômé, j'ai plus d'argent qu'avant. Dans mes tripes, rien ne change. Je me sens perpétuellement à la poursuite de quelque chose. Et malgré mes efforts, j'ai enchaîné les périodes de surmenage et les périodes d'inactivité. Je ressens toujours la FOMO. Donc non, pour moi, l'effort n'est pas une solution. Je garde la boule au ventre. Mes tripes me disent que je suis capable de faire des choses, que j'ai un cadeau caché en moi et que c'est carrément ma responsabilité de le faire sortir. Un gâchis de passer une journée sans bosser. Ce soi-disant talent inexprimé me ronge de l'intérieur. En pratique, mes objectifs ambitieux, couplés à de la culpabilité en cas de sous-performance, ont juste créé un voile de mal-être omniprésent. Un voile permettant les éclaircies que très brièvement, lors des accomplissements. Avec un tout petit peu de recul sur ma vie et même sur la partie visible, ma chaîne YouTube,
Il était très facile de voir qu'il y avait un schéma en place. Effort démesuré, surmenage, disparition, culpabilité. Et je pense que je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai fini d'écrire, de tourner et de monter la première version de cette vidéo. Je me suis dit... Je recommence. Je suis en train de chercher à corriger mon mal-être de la seule façon qui m'est familière. Me donner à fond, à m'en ruiner la santé. Jusqu'à ce que je craque, que je passe des mois à ne pas sortir du lit. Le problème du choix limité devant des possibilités infinies est une illusion. Le nombre de chemins est grand, mais fini. Car nous sommes finis. La réalité met un tas de contraintes sur nous. Je ne sais pas si le libre arbitre existe ou si ce n'est qu'une illusion de l'esprit. Mais quelque chose est clair, on est au moins partiellement déterminé. Nos préférences et notre identité se développent pour une grosse partie de notre vie dans des circonstances complètement au-delà de notre contrôle. En partant du principe que ce que l'on aime, ce qu'on veut, ce qui captive notre attention et nous passionne n'est pas quelque chose que l'on choisit, alors si on a une meilleure connaissance de nous-mêmes, on peut avoir une meilleure confiance en nos choix, ce qui pourrait réduire la peur de faire le mauvais choix. Vous connaissez l'expression « dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es » ? Ouais. Je préfère « dis-moi qui tu es, je te dirai où tu vas » potentiellement. Écoutez, j'aime les arbres. Je ne sais pas pourquoi. Quand je suis autour d'eux, à leurs pieds ou sur leurs branches, je me sens bien. Je ne l'ai pas inventé ou choisi, je l'ai simplement remarqué un jour. Comme un explorateur, je l'ai découvert. En étant attentif à ce genre de petites choses, au fil du temps, je peux progressivement peindre une image plus nette de la personne que je suis, mieux savoir ce dont j'ai besoin, ce que je veux, et choisir des chemins qui me conviennent plus. Se connaître, c'est comme découvrir sa propre équation, comme une équation newtonienne qui prédit les trajectoires en théorie. La confronter au monde réel donne des résultats inattendus, mais à force d'expérience, on peut ajuster l'équation, se connaître mieux et créer un cercle vertueux. C'est une méthode essai-erreur. Procéder par approche successive en éliminant progressivement les alternatives et en ne conservant que des gammes restreintes. En tendant vers celle qui est optimale. Rationnel. Quand j'ai suivi la voie des études scientifiques, au lieu de devenir vidéaste, je m'étais appuyé sur un tableau rempli d'arguments qui se voulaient logiques. J'ai pris en compte des choses que je sais dans mon sujet, ou du moins que je pensais savoir, afin de choisir la meilleure timeline. Dis-moi qui tu es, je te dirai où aller. Ça marche, pas vrai ? Des années plus tard, un peu de succès, diplômé, famille fière de moi, j'étais mécontent. Je pourrais conclure que j'ai juste fait un choix sous-optimal car je n'avais pas assez d'informations à ce moment-là et que maintenant je peux corriger le tir. Pourtant, même du côté créatif, mon parcours a été semé de tourments, dominé par l'irrégularité. J'étais souvent insatisfait de mon travail, frustré. Je m'arrêtais pendant des mois ou des années, content nulle part malgré beaucoup d'objectifs atteints. Alors peut-être que je ne veux pas vraiment ce que je pense vouloir. Ça expliquerait pourquoi je n'ai pas réussi à m'investir sur la longueur autrement que par la tyrannie envers moi-même. Pourquoi je valorise tant le fait d'avoir une bonne productivité. Pourquoi il n'y a qu'après m'être tué au travail que je peux me tolérer. Pourquoi je valorise tant la logique, comme si mes émotions étaient irrationnelles. Tous mes efforts m'ont, quelque part, permis de ne pas trop penser à ces pourquoi. Dans ce premier script, je dis, peut-être à raison, mais froidement, que pour savoir ce que je veux, il suffit de mieux me connaître. Je pense que c'est vrai, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Comment me connaître si je ne comprends rien des sources de mes comportements malsains ? Comment me connaître si je m'arrête aux symptômes sans aller plus loin ? Et je veux aller plus loin, mais j'ai l'impression que les causes profondes sont tellement au-delà de ma compréhension que juste l'idée d'en approcher est intimidant. Je cherchais un remède à la FOMO pour mieux travailler.
Et là, la réflexion est devenue complètement différente. Ce remède, s'il existe, nécessite certainement une bonne connaissance de soi, et j'ai pris conscience de combien je me connais mal. Beaucoup d'entre nous sont très incompétents quand il s'agit d'en savoir plus sur soi-même. Cette étude montre que, dans certains cas, il semble que les autres, même s'ils sont des inconnus, sont meilleurs que nous pour évaluer des choses à notre sujet. Je trouve ça dur à admettre. Mais en y réfléchissant, j'ai l'impression que c'est vrai. Pour certains aspects de notre personnalité du moins. Personnellement, définir mon identité est quelque chose que je trouve impossible. Même pour des besoins simples comme me présenter. Et en fait, j'ai réalisé que c'est plutôt commun. Si vous regardez autour de vous, vous verrez qu'il n'est pas inhabituel pour beaucoup de gens de vivre toute leur vie sans jamais élucider ce mystère, ou même découvrir une profession qu'ils aiment vraiment. Et ça, même s'ils sont très intelligents et compétents dans leur domaine. Et comment leur reprocher ? À partir d'un certain stade, découvrir des choses à son sujet, ça demande de creuser. Et de creuser. C'est déroutant. Et inconfortable. Plus je réfléchissais à cette question, plus elle me semblait compliquée. Il ne s'agissait plus de qu'est-ce que je veux de la vie, quelle timeline je veux, mais je suis qui ? J'ai besoin de le savoir si je ne veux pas gâcher mon potentiel, mais je suis qui ? Remettre en question ce qu'on veut est une chose, mais remettre en question toute son identité, c'est bizarre pour le moins. Plus stressant que ce que je pouvais anticiper, car pendant que je me bombardais de questions en regardant le plafond, j'ai réalisé qu'il y avait des sentiments désagréables et inattendus qui rôdaient. De la culpabilité, de la peur, et surtout de la honte. Comme si les réponses que je trouvais à la question « Je suis qui ?», ne seraient pas appréciées par mes amis, ma famille, le monde, moi-même. Comme si plus j'étais ouvert et confiant dans ce que je suis, moins j'étais digne d'amour. C'est effrayant l'idée qu'on serait abandonné et seul si on révélait des vérités profondes nous concernant. Et avec du recul, c'est comme ça depuis tout petit en fait. En grandissant, on entend à répétition dans les films et les séries que l'important, c'est d'être soi-même. C'est même parfois encouragé par des professeurs ou des parents. Et les grosses boîtes adorent faire du marketing autour de ça. Immense mensonge. En pratique, ça va à l'encontre directe de ce qu'on entendait le plus souvent. Ne te comporte pas comme ça, ne sois pas comme ça, ou encore, t'es bizarre. C'est peut-être même une des premières contradictions qu'on rencontre dans la vie. Si on se comporte sincèrement comme on le veut et comme on le sent, être peureux, nécessiteux, pas beau, collant, capricieux, inévitablement on sera rejeté par des gens autour de nous. Je me suis penché plus en détail sur cette intuition et je suis tombé sur cette vidéo YouTube qui m'a amené au final à lire ce livre, Le mythe de la normalité, écrit par le médecin Gabor Maté. En se basant sur énormément de ressources en neurologie et en psychiatrie chez l'enfant, il montre que notre authenticité naturelle est mise en danger dès le début de notre vie par le monde qui nous normalise, le système scolaire, notre famille, nos amis. Pour faire des choix de vie qui correspondront à nos besoins et diminuer la FOMO, il faut se connaître. Mais on ne peut pas vraiment se connaître entièrement sans considérer la manière dont on a grandi et la culture dans laquelle on a grandi. Les recherches montrent sans l'ombre d'un doute que nos premières expériences de vie forment notre comportement, nos motifs émotionnels, nos croyances inconscientes, nos styles d'apprentissage, nos dynamiques relationnelles, notre capacité à supporter le stress, notre autorégulation et tant d'autres choses. J'ai le sentiment que même nos traits de personnalité sont beaucoup plus sculptés par notre environnement que ce qu'on pense. Et nos environnements ont été beaucoup plus malsains qu'on le pense. Et ça, même si vous pensez avoir eu une enfance normale.
On peut être affecté par des choses négatives, mais également par l'absence de choses positives. Et le fait d'avoir des tas de souvenirs heureux ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de manque ou de souffrance. Nos mémoires sélectives font un travail exceptionnel pour biaiser la perception de notre propre développement en étouffant les moments les plus difficiles. Pour être clair, ici je ne parle pas que des tragédies lourdes qui peuvent être à l'origine de maladies mentales graves ou de troubles de la régulation des émotions. Je parle aussi, mais surtout, d'un type de cicatrice beaucoup plus commun, beaucoup plus invisible et qui est généralement le fruit d'une tendance familiale cyclique. Si l'environnement ne peut pas soutenir ses intuitions et ses émotions sincères, l'enfant, afin d'être intégré, va automatiquement, involontairement et inconsciemment réprimer ses émotions et sa connexion à lui-même dans le but de rester connecté à l'environnement qui le nourrit, sans lequel il ne peut pas survivre. Beaucoup d'enfants vivent ce dilemme. Puis-je exprimer ce que je ressens ou dois-je l'étouffer afin d'être acceptable, un bon enfant ? Ainsi, l'auteur pose la question. Est-ce que ces parties de nous qui se sont forgées pour tolérer ou survivre à des environnements qui ne répondent pas à nos besoins sont vraiment nous ? Ou est-ce qu'il y a besoin que ça reste nous ? Qu'on soit bien d'accord, réprimer certaines émotions ou se comporter d'une certaine manière temporairement est utile pour assurer la cohésion sociale. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut tout le temps, et il existe des formes de honte et de remords saines, comme quand on a causé du tort à son prochain, par exemple. Le gros problème apparaît quand réprimer ses émotions a été obligatoire à la maison, quand, en tant qu'enfant, bloquer ce qu'on ressentait était une façon d'être accepté par ses parents. Quand on se privait d'exprimer des pensées sincères parce qu'on voulait éviter un conflit, aussi petit soit-il, quand il fallait trouver des moyens pour tolérer une ambiance constante de disputes autour de soi, quand le fait même de poser une question était accueilli par des mots désapprobateurs ou pire, de la violence physique, et ça venant des gens censés être le havre de sécurité et la source d'amour inconditionnel permettant le développement sain à un être vulnérable qui ne sait pas, qui ne peut pas faire autrement. Il peut y avoir des dégâts même si les parents sont bienveillants. Une fois dans l'âge adulte, quand on s'éloigne des valeurs glorifiées ou qu'on s'approche de ce qui était puni, des signaux d'alarme trop familiers résonnent en nous. La honte et la culpabilité. Beaucoup des traits de personnalité qu'on pense être les nôtres, qui peuvent même nous rendre fiers, peuvent porter la cicatrice d'un endroit où nous avons perdu la connexion avec nous-mêmes il y a fort longtemps. L'indépendance, l'autonomie, la tendance à expulser ou réprimer sa colère, à être solitaire, l'esprit de contradiction, désirer compulsivement de l'attention, être créateur de contenu. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Pourquoi je dis que s'intéresser à la cause plutôt qu'aux symptômes, c'est intimidant. C'est relativement facile de voir ce qu'il y a à la surface, les comportements malsains. Mais les sources, les plaies à l'origine de mes schémas émotionnels, sur le long parchemin de mon vécu, est-ce possible de comprendre même ? Ça veut dire quoi se connaître ? Ce ne serait pas juste de la poudre aux yeux ? Socrate a écrit « Connais-toi toi-même ». Albert Camus a dit de ces mots qu'ils avaient la même valeur que le soi vertueux de nos confessionnaux, des jeux stériles, légitimes que dans la mesure exacte où ils sont approximatifs. En gros, c'est vague, ça veut rien dire, ce n'est pas utile. Lui, il pense plutôt que si j'essaie de saisir ce moi, de le définir et de le résumer, il n'est plus qu'une eau qui coule entre mes doigts. Ce cœur même qui est le mien me restera à jamais indéfinissable. Est-ce que ce que je suis en essence peut être saisi et défini ? Peut-être pas. Est-ce que des choses à mon sujet peuvent être remarquées, comprises ? Oui. Est-ce que cela peut au moins soulager des souffrances mentales ? Je pense que oui. Pour moi, la connaissance de soi, ce n'est pas forcément répondre à une grande question philosophique, mais m'éclairer sur mon fonctionnement, le pourquoi de mes habitudes, leurs origines. Et ça peut m'aider à mieux gérer certaines émotions négatives. Je sais avec confiance, grâce à la recherche d'aujourd'hui, qu'une introspection sur mon enfance peut au moins m'aider. Une exploration de ce que j'ai été m'aide à mieux comprendre ce que je suis maintenant. Et peut-être mieux comprendre quelle direction est faite pour moi. C'est peut-être ça, développer mon potentiel. Affiner ma capacité à reconnaître ce qui est fait pour moi, plutôt que de courir après une image idéalisée de moi-même. Après,
On peut ne pas être d'accord avec la façon dont l'auteur, Gabor Maté, interprète les études. J'ai moi-même été sceptique de certaines de ses opinions au début. Il parle beaucoup de la notion d'authenticité, notion que j'utilise comme si je la maîtrisais. Mais en y réfléchissant, elle est bizarre cette notion. J'étais pas exactement convaincu qu'il existerait quelque part un moi plus authentique que moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis déjà moi, non ? Pour devenir ce moi-même, il faut que je change ce que je suis actuellement ? Ça n'avait pas de sens pour moi. Un autre auteur et psychologue avec une vision un peu différente m'a aidé à mieux saisir le concept d'authenticité. D'après lui, c'est utile d'imaginer 3 versions de nous-mêmes. Le soi idéal, celui qu'on pense pouvoir être, nos espoirs, nos rêves, notre potentiel. Le soi prescrit, nos responsabilités, nos engagements, cette personne qu'on incarne pour répondre à ce que les autres attendent de nous. Et le soi réel, moi actuellement, avec tous les attributs positifs et négatifs qui me définissent. J'ai remarqué que la vision des 2 auteurs peut être comparée car, de ce côté, en poursuivant le soi idéal, j'ai de meilleures chances d'être authentique et je risque de décevoir. En restant proche de mes devoirs envers les autres, j'ai plus de chances d'avoir de la validation. C'est le même dilemme. Et là, j'ai un peu mieux compris, je crois. La notion d'authenticité est utile car les autres ont un pouvoir sur moi. Ce que je suis, même à un niveau inconscient, que je le veuille ou non, a été en partie construit par les autres et mon environnement. Cette volonté externe a influencé, voire forgé des parts de moi, m'a inculqué des croyances qui, aujourd'hui, contribuent à mon mal-être. Alors, l'authenticité implique peut-être d'identifier ces parts de moi, puis de m'en émanciper, même si ça déçoit certaines personnes. C'est délicat. Je ne veux pas rejeter totalement l'influence des autres, j'ai besoin d'eux. Et je ne veux pas être égocentrique et fermé d'esprit. Mais ce besoin peut me pousser à être pour eux ce que je ne suis pas. C'est difficile d'être honnête. Difficile de décevoir. J'ai peur que ça les fasse partir. Il doit y avoir un juste milieu, une solution. Bon, je résume jusque-là. Je veux faire de meilleurs choix de vie. Pour ça, je dois savoir un peu mieux qui je suis, ce dont j'ai besoin, être plus authentique. Pour ça, je dois, entre autres, mieux comprendre mon enfance et les schémas émotionnels qui en découlent. Mais dès que j'en sais plus, vient inévitablement l'étape suivante, qui me freine énormément. Être la personne que je veux, c'est avant tout pour moi, mais ça demande quand même le courage de la confronter, puis de l'assumer auprès du monde. C'est risqué d'affecter la perception des gens qui pensent me connaître. Des gens qui m'aiment. J'ai pas le droit de les forcer à rester. Et s'ils partaient ? Je vais prendre un détour à ce stade précis de la réflexion pour vous parler de la manière dont j'ai géré ce dilemme. Une manière qui a marché pour moi pendant des années. Quand je pensais à ce problème d'authenticité qui peut mettre en danger l'acceptation qu'on reçoit des autres, la partie la plus soft de moi pensait que ce n'est pas vraiment un problème si on est dans un bon couple. Dans une relation amoureuse, disons, idéale, on peut à la fois être authentique, avec tous nos défauts et nos verrues, en même temps être accepté, et surtout, aimé. Alors, au diable le reste du monde, non ? L'amour est ce qu'il y a de plus important, n'est-ce pas ? Je me disais que le couple, c'est un peu un glitch pour régler ce problème dont je parle. Même si je ne suis pas authentique et aimé pour qui je suis vraiment aux yeux du monde, je le suis au sein de mon couple. Et c'est bien suffisant. Pas vrai ? Le philosophe Ernest Becker pense qu'il y a un tas de problèmes avec ce qu'il appelle la solution romantique. Pour lui déjà, l'idéalisme de cette vision romantique ne colle pas toujours à la réalité, et on le voit tous dans nos vies. Être 100% soi-même et être quand même aimé, ce n'est pas simple. En pratique, on a même tendance à se révéler très progressivement en amour, car il est commun qu'être trop vulnérable, ou bizarre, ou collant, fasse fuir les gens. Parfois, on se change pour l'autre, ce qui va à l'encontre de l'authenticité. Surtout au début des relations, on a tendance à sacrifier de l'authenticité pour cette affection. Et beaucoup plus tard, quand les vérités un peu laides font surface, ça peut ne plus marcher. Alors il y a séparation, puis le sentiment d'être aimé peut manquer et nous faire entrer dans ce cycle. On voile qui on est pour être aimé, on se révèle, on se sépare.
D'après moi, ça a de plus grandes chances d'arriver si on se précipite dans une relation spécifiquement en poursuite de ce sentiment d'acceptation et d'amour, ou parce qu'on ne sait pas s'en passer. Sans avoir un minimum de connaissance de soi au préalable, nos besoins sont mal définis, mal connus, difficiles à communiquer, insatisfaits. Ces observations sont pour moi déjà suffisantes pour voir que le couple n'est pas la clé ultime pour être authentique et aimer. Mais le plus gros problème de cette solution romantique est sans doute que le fait simple qu'une seule personne soit la source majeure de notre sentiment d'acceptation et de validation semble dangereux. Si cette unique personne m'aime, tout va bien. Non seulement c'est instable, mais c'est beaucoup de responsabilités à mettre sur son prochain. Baker a écrit « Chercher l'objet humain parfait, c'est chercher quelqu'un qui nous permette d'exprimer notre volonté complètement, sans frustration ni fausse note. On attend de notre partenaire une validation parfaite, qu'il nous rende une bonne personne au travers de son amour. Il va sans dire que personne ne peut faire ça. Les humains ont un univers propre, plein de volontés contradictoires. Par 1000 voix, notre partenaire peut s'opposer à nous. Personne ne peut être à la hauteur de ce genre d'attente hyper romantique. Les avoir ne peut que mener à une déception continuelle. Être en relation amoureuse avec des bagages qu'on traîne depuis l'enfance, qu'on n'a jamais déballés ou triés, c'est de mauvais augure, car on peut inconsciemment et injustement faire souffrir notre partenaire. Je pense qu'il est de la responsabilité de chacun de se connaître juste assez pour ne pas répandre sa douleur inutilement. Bien sûr, on ne peut pas attendre de se connaître par cœur pour rencontrer quelqu'un. À mes yeux, même sans connaissance parfaite, quand on a au moins conscience de tout cela, la relation amoureuse devient moins un refuge contre le monde et plus une plateforme pour l'explorer, un espace sain pour aider notre quête d'authenticité. Pas une solution choisie par défaut car la quête n'a jamais vraiment commencé. Simone de Beauvoir a écrit « Pour l'un et l'autre, l'amour serait révélation de soi-même par le don de soi et enrichissement de l'univers. » Et je suppose que ça c'est vrai, même si cette révélation déterre une incompatibilité qui sonne la fin du couple. Le couple est quelque chose de beau, mais j'ai eu tort de me reposer dessus de cette manière. Cette étude très connue, étendue sur 75 ans, conclut que les gens ayant le plus de connexion aux autres sont plus heureux et physiquement en meilleure santé. Un chercheur a même écrit « Le bonheur, c'est l'amour. Point. Mais ces connexions impliquent également la famille, innée ou choisie, les amis et une communauté. Alors, la crainte de perdre tout ça si on montre nos vraies couleurs existe, qu'on soit seul ou à deux. Donc, comment faire pour résoudre cette tension et avancer vers mon potentiel ? Je ne sais pas. Vous savez, vous ? Moi, j'ai pas de solution. Pour le moment. J'ai été en couple pendant la majeure partie des 10 dernières années. J'ai passé ma vie à vouloir être le petit garçon modèle, à avoir peur de décevoir ma famille, et j'ai fait beaucoup de choses qui ne me ressemblaient pas, avec le recul. Je ne suis pas exactement un exemple de tout ce que je prêche, et je ne suis pas sûr de la suite. Mais de toute évidence, il faut beaucoup apprendre. Peut-être le faire loin des autres, dans un premier temps. J'ai l'intuition que de la connaissance peut naître le courage. Plus j'en sais à mon sujet, plus j'aurai la bravoure de confronter ce que je suis au monde, ce qui informera encore mon identité, ainsi de suite. Les impacts négatifs de notre enfance représentent une distorsion et une limitation de la personne qu'on était né pour devenir. Y faire face directement, sans les nier ou se suridentifier avec, est la porte vers la santé et l'équilibre. Ma manière à moi d'y faire face peut sembler paradoxal, j'ai le sentiment que ce qui m'aide est un mélange d'isolation et d'expression publique. En partie pour avoir un retour et des discussions utiles, en partie parce que je veux que les gens sachent, mais aussi pour découvrir comment je vais me sentir en disant certaines choses à haute voix, en présence de quelqu'un, ce qui est impossible à anticiper. Alors je dois le dire haut et fort. Certaines pensées qui ne suscitent en moi aucune réaction quand elles sont piégées dans mon esprit peuvent déclencher un torrent d'émotions quand elles sont libérées, parfois mêlées à un profond sentiment de soulagement,
comme trouver une oasis, boire et réaliser à quel point j'avais soif. L'apaisement, la rancœur, la frustration, la rancœur, les larmes, la rancœur. Pas exactement un guide, mais des indices, des pistes, utiles à prendre en compte et à rassembler de façon autonome, jusqu'à un certain point. Le bénéfice que m'a apporté l'isolation ayant trouvé un plafond, il était temps d'accepter l'aide, et donc replonger dans le combat avec l'influence des autres. Mais je pouvais alors le faire plus sereinement en ayant mieux conscience de mes propres frontières. Naviguer seul dans le désert est compliqué. Avoir un suivi psychologique peut être bénéfique. Au-delà de ça, il peut être utile de poser beaucoup de questions à ses parents, si vous avez cette option et qu'il est possible de parler avec eux. Ça a été très positif pour moi personnellement, mais il a fallu que je garde en tête que blâmer mes parents ou ma culture, ça n'est pas forcément utile. Nous ne sommes pas obligés de leur accorder le pardon s'ils ont fait des choses impardonnables, mais j'ai le sentiment que plus on se soigne et plus on avance, plus facilement vient le pardon. Et que quand on a la force d'enfin l'accorder, c'est bon signe. Nous sommes les produits d'une machine cassée. Ce n'est pas de notre faute. Il faut la réparer si on ne veut pas transmettre nos erreurs aux enfants de demain. Et pour moi, je pense que ça commence par la compréhension et le pardon pour les circonstances défavorables qui ont régi mes années formatrices, dans l'espoir un jour de briser le cycle du traumatisme générationnel. Ça peut paraître injuste. Pourquoi c'est moi qui devrais faire ce travail colossal que personne n'a fait avant moi dans ma lignée? Mais moi je vois ça comme une chance. Je vis dans l'ère de la connaissance facilement accessible. J'ai ce pouvoir et je veux le faire. Pour moi, ce n'est pas un fardeau, c'est une libération. Observer mon passé avec cette patience et cette compréhension a porté mon attention sur des détails que j'ignorais jusque-là. Certaines choses de mon enfance sont devenues plus claires. C'est par exemple ce qui arrive dans mon film préféré du studio Ghibli, Souvenir goutte à goutte. Taiko vit seule à Tokyo et a un emploi de bureau normal. Elle n'est pas malheureuse, mais à l'âge de 27 ans, elle n'a pas de plan précis pour le futur. Des souvenirs de son enfance commencent alors à surgir dans sa mémoire, sans qu'elle comprenne pourquoi, au moment où elle décide de prendre des congés pour aller à la ferme de son beau-frère. On oscille alors entre passé et présent. Pas de souvenirs tragiques, seulement des moments ordinaires au sein d'une famille aimante, pas forcément expressive, pas toujours à l'écoute. Elle était une petite fille entêtée, passionnée. Dans le présent, on voit une femme plutôt solitaire, mais gentille et enthousiaste. Elle parle sans difficulté du potentiel gâché de sa carrière en tant qu'actrice qui a été un peu sabotée par son père. Elle est à l'écoute de ce qu'elle ressent et sait qu'elle a un besoin qui n'a jamais été satisfait. Être connectée à la nature. Elle ne sait rien de la campagne pourtant. Elle n'y a jamais été dans son enfance, sa famille refusait d'y aller. Mais pour une raison qui l'échappe, elle voit les lieux de nature éloignés de la ville avec beaucoup de nostalgie. En tant qu'adulte, elle a gardé un peu de son tempérament entêté et le dirige vers des choses qu'elle veut vraiment faire, sans les limites ou le jugement imposé sur elle par son entourage. Je pense que ces souvenirs d'enfance qui refaisaient surface étaient le cri de son soi authentique qui ne demandait qu'à sortir à un moment charnière de sa vie. Qu'y a-t-il de plus authentique que la spontanéité d'un enfant ? Et qu'y a-t-il de plus commun que voir cette spontanéité être écrasée ? Ce film me donne beaucoup d'espoir. J'espère aussi un jour vivre en faisant honneur à l'enfant en moi, à qui on a dit ce qu'il était, ce qu'il n'était pas, ce qu'il devrait être, avec qui j'ai perdu le lien il y a bien longtemps. もし子供の時こんな手伝いをやる機会があったら読書感想文なんかじゃなくてもっと生き生きした作文が書けたのに。 La quête dure une vie. L'authenticité, c'est un concept dur à définir et qui peut sembler contradictoire. J'ai lu que c'était comme l'amour, dans le sens où c'est quelque chose qui peut être décrit avec des mots, mais qui ne peut être vraiment compris qu'en le vivant. Je ne sais pas ce que je pense de ça, parce que c'est sûrement différent pour tout le monde. Mais bien qu'il n'y ait pas de schéma ou de GPS, il semble y avoir des grands principes qui apparaissent souvent dans les parcours de guérison. Je ne prétends pas détenir de vérité spéciale, mais voici une modeste liste non exhaustive de choses qui me sont utiles. Cette partie peut avoir des allures de développement personnel.
Ce qui n'est pas mal en soi, mais je veux vraiment exprimer que j'estime être différent en essence le fait de se développer et le fait de se retrouver, rétablir une connexion avec nous-mêmes et nos émotions profondes. Peut-être que la nuance va paraître futile à certains et qu'en pratique les deux sont pareils, mais elle est importante pour moi car j'ai un petit problème avec certains ouvrages de développement personnel. Il y en a de très bons, ils sont accessibles, souvent divertissants. Ils m'ont permis de me mettre à la lecture, j'en ai même utilisé pour écrire cette vidéo. Mais il y en a beaucoup qui diffusent des discours pseudo-scientifiques et non sourcés pour profiter de personnes vulnérables ou influençables afin de faire de l'argent, tout simplement. Mais je reste optimiste, je pense qu'on peut développer un sens pour reconnaître les ouvrages utiles et ceux qui veulent juste notre argent. Ceux qui veulent juste mon argent s'arrêtent souvent à des notions superficielles de la motivation. C'est une question de mental, tout peut être réglé par le travail, où ils inventent des concepts alambiqués, pour décrire des choses simples ou revendre des méthodes qui existent déjà mais sont présentées un peu différemment. Si ce type de discours vous réussit, tant mieux. Dans mon monde, la motivation, ça n'existe pas. Cette soi-disant ressource que je peux cultiver puis appliquer à toutes mes activités pour accomplir des choses difficiles ou que je n'aime pas. Quand j'essayais de carburer à la motivation, c'était imprévisible, irrégulier et ça s'accompagnait de sévérité, de méchanceté, de tyrannie envers moi-même. Je pense que c'est plus juste de dire qu'il n'y a pas une, mais des motivations différentes. Clairement, mon niveau d'énergie et d'intérêt est variable en fonction de l'activité et de ce qu'elle m'apporte. Ça, c'est une approche plus nuancée. Et on doit se poser cette question pour chaque activité. Quelle est la nature de ma motivation ? J'aime bien cette question. Elle m'aide à mieux réfléchir sur pourquoi je fais les choses que je fais au quotidien. On peut y répondre en remplissant un tableau à 2 colonnes. 2 colonnes pour les 2 types de motivation définis par la chercheuse en psychologie Carol Dweck, intrinsèque et extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est l'élan et l'énergie qui me pousse à réaliser une activité car elle suscite ma curiosité. Je veux apprendre plus pour le plaisir d'apprendre et j'ai à peine besoin d'y réfléchir en fait. Je suis fasciné et je veux développer des compétences dans ce domaine, même s'il n'y a pas de récompense évidente à l'horizon. On est poussé à vouloir relever des défis. Le procédé apporte autant que le résultat. La motivation extrinsèque. Je fais cette activité pour obtenir une récompense ou échapper à une punition. Et ça, même si la punition vient de nous-mêmes, comme de l'autocritique. Ici, on veut éviter les erreurs à tout prix et on a peur d'avoir l'air incompétent auprès de nos pairs. Cela nous pousse à prendre des routes plus sûres. Le résultat importe beaucoup plus que le procédé. Une montagne de recherche indique que poursuivre la motivation intrinsèque est plus rentable en termes de satisfaction de vie et même de santé. Les objectifs extrinsèques, quant à eux, sont hautement corrélés à une santé mentale dégradée. Anxiété, dépression, la tendance à se comparer aux autres, la compétitivité et même le narcissisme. Réussir à classer ces activités dans les 2 colonnes de ce tableau permet d'avoir une idée générale d'où va la majeure partie de notre temps. Vous verrez que ce n'est pas quelque chose de binaire. Certaines de nos activités sont difficiles à classer. Certains diraient que la souffrance est inévitable si ça te permet d'accomplir de grandes choses. De plus, dans des études menées dans des pays relativement moins riches financièrement, les conclusions s'inversent, car il y a aussi un impact sociétal. Tout ça pour dire que c'est loin d'être un concept parfait. Mais il m'a été utile car il m'a forcé à longuement réfléchir à la question « Qu'est-ce que j'aime vraiment ?» qui est loin d'être facile pour moi. Tristement, je suis arrivé à la même conclusion que beaucoup de gens. Ce qu'il y a dans la colonne intrinsèque ne paye pas les factures. J'en sais plus sur moi, je dois le confronter à mes proches, puis je dois évaluer dans quelle mesure ce moi peut exister dans les limites de notre système. Si vous avez beaucoup de chance, vous êtes à l'intersection. Vous aimez sincèrement faire quelque chose qui rapporte de quoi vivre. Honnêtement, c'est le meilleur deal, mais je pense qu'il est non accessible à la majorité. Maintenant, on peut se demander, est-ce qu'il y a des jobs qui nous font moins souffrir que d'autres ? Qu'est-ce qu'on est prêt à tolérer ? Peut-on se retrouver entre ce qu'on doit faire et ce qu'on veut faire ? Comprendre qui je suis, c'est aussi me demander où est ma place. En apprendre à mon sujet est aussi important qu'en apprendre sur le monde. Pas moins d'1 million. Imagine quelqu'un passe sa vie à rassembler des données, et toi tu peux les télécharger dans ton cerveau en une fraction d'une fraction du temps. C'est de la folie furieuse. Pourquoi personne ne court dans les rues devant cette information ? Écrire sur ce qu'on a lu en complément, c'est aussi complètement fou. C'est pour moi la meilleure manière d'apprendre. Et puis j'adore commencer des carnets, même si je n'en ai jamais vraiment fini. Après, il est important d'être vigilant. Tous les livres ne sont pas écrits par des experts, et ça peut poser un problème quand on manque d'esprit critique, ce qui a été le cas pour une majeure partie de ma vie,
ce qui continue d'être le cas pour moi. Les livres marquants peuvent laisser des impressions fortes, parfois trop fortes sur moi. Submergé par l'enthousiasme d'apprendre et de progresser, j'ai par le passé répété ce que disaient certains bouquins comme un perroquet, sans remise en question. Peut-être à cause de mon passé à bachoter pour mes études aussi. Un livre pouvait devenir ma nouvelle personnalité. Ça m'arrive encore. Ce que je veux dire, c'est qu'il est important de ne pas se perdre dans le discours de quelqu'un d'autre. Essayez de garder autant de recul que possible, cherchez des points de vue opposés, et plus vous lirez, moins ça arrivera. Tout cela étant dit, ai-je des recommandations ? Oui, tous les livres sur lesquels j'ai basé cette vidéo. Mais moi, je veux vos recommandations. Partagez-moi un livre, un film, un jeu vidéo, quelque chose qui vous a beaucoup appris, qui a changé votre perception du monde. Et comme lire n'est que la moitié du travail, vous pouvez aussi me raconter une destination qui a changé votre perspective. Ce n'est pas une idée révolutionnaire. Voyager est classiquement prescrit pour aider cette quête de connaissances. Il faut le faire, autant que possible avec les moyens dont on dispose bien sûr. Tyler, the Creator, a dit qu'il n'avait jamais compris pourquoi il aimait autant sa ville natale avant d'en sortir. Et j'ai vécu un peu la même chose. Partir me permet de mettre en lumière des choses que je prends pour acquises à la maison. Ça attire mon attention sur le commun et ça enrichit ma gratitude. J'ai remarqué que dans d'autres pays, je me comporte un peu différemment. Peut-être parce que je suis physiquement éloigné des attentes qui pèsent sur moi. Je parle à plus de gens. Je me suis rapidement rendu compte que tout le monde a probablement au moins une chose d'utile ou d'intéressant à m'apprendre. En anglais, je me sens plus libre d'exprimer des choses que je n'oserais peut-être pas dire en français, où les mots me semblent plus lourds de sens. Ce n'est pas une exagération ou un cliché de dire que sortir de sa zone de confort peut faire des miracles. Se mettre dans des situations très différentes nous change. On pourrait penser qu'une cellule différenciée a déjà exprimé sa destinée, mais des recherches émergentes montrent que nous sommes plus plastiques que ça. Les mêmes gènes peuvent faire des choses différentes selon leur environnement. C'est ce qui est appelé l'épigénétique. Et je trouve le concept fabuleux. C'est l'étude de l'impact de nos expériences de vie sur l'activité de nos gènes. En d'autres termes, nos expériences influencent comment notre potentiel génétique va s'exprimer au final. C'est un concept qui s'applique à l'échelle de nos cellules, certes, pas forcément dans nos vies complexes. Mais encore une fois, je trouve que c'est une belle métaphore. Sortir de ma zone de confort va littéralement manifester en moi l'imprévisible. Les cadeaux de notre biologie sont un potentiel, non une garantie. Après, beaucoup des réponses dont on a besoin ne sont pas dans un livre, pas à l'autre bout du monde et pas dans une vidéo YouTube. Pour les trouver, il est important de régulièrement Parmi les choses qui menacent l'apprentissage au quotidien et retrouver la connexion avec soi-même, il y a le mode automatique et la distraction excessive. Tout nous pousse à adopter ce mode. Mon expérience personnelle avec ce type d'état de conscience est que je suis moins attentif au présent, je le ressens moins et je forme moins de souvenirs de mes journées. Dans cet état, je suis plus à même de ne pas remarquer ou de ne pas prendre au sérieux des choses qui me traversent. Or, un bon niveau d'attention est crucial pour rétablir le lien avec notre authenticité. C'est même une des approches les plus directes. Faire des choses qui ne nous ressemblent pas nous stresse et nous irrite. Devenir à l'aise avec le fait de ressentir ces choses, d'être seul avec ses pensées, sans musique, ni podcast, ni rien, est incontournable, je pense. C'est difficile. Certains d'entre vous ont peut-être même avancé la vidéo, ou du moins regardé la durée sur le lecteur pendant les quelques secondes de silence que j'ai insérées. Pourtant, ce temps-là est, sans surprise, une façon essentielle de traiter ce bazar d'informations qui est en nous. Même le plus modeste des auto-examens peut nous apporter des éléments pouvant bousculer notre vie. Dans la distraction excessive, on perd l'expérience de l'expérience elle-même, la capacité à entrer dans les textures et la sensation du moment présent, de se détendre suffisamment pour s'abandonner au rythme d'un événement ou d'une rencontre personnelle, de suivre le fil d'un sentiment ou d'une pensée sans savoir où elle-même, ou de s'arrêter assez longtemps pour l'introspection ou la contemplation. Bars, ce n'est vraiment pas un scoop si je vous dis que la distraction continuelle n'est pas une bonne chose. Il y a une sorte de compréhension silencieuse et une acceptation générale que ça contribue à notre malheur. Et beaucoup de recherches en psychologie sont du même avis. Une des premières choses qu'elles recommandent est d'apprendre à être plus attentif. C'est souvent suggéré au travers d'exercices qui peuvent être simples, comme tenir un journal de gratitude,
une des façons les plus accessibles et fiables d'augmenter notre capacité à être attentif, ou des exercices plus poussés comme la méditation, plus précisément la méditation pleine conscience, qui a des bénéfices démontrés. La capacité grandissante à reconnaître les situations qui nous irritent, les situations dans lesquelles nos cœurs naturellement souples se durcissent, et la capacité grandissante à faire le choix de se sortir de ces situations avant même qu'elles n'arrivent, au lieu d'agir sous l'effet de l'émotion selon des dynamiques préprogrammées en nous. C'est la définition même de se connaître. C'est un excellent signe que le soi authentique est en train de refaire surface. Une fois que vous vous sentez plus compétent dans votre capacité à être attentif à vos ressentis et avoir du recul sur eux, on peut utiliser les 2 outils suivants qui sont peut-être les plus importants. Je regrette de ne pas avoir épousé mes petites amies. À différents moments de ma vie, j'avais l'opportunité de me marier avec différents partenaires. C'est compliqué car aujourd'hui, je suis content et j'ai même un fils. Mais je vois les différents chemins que ma vie aurait pu prendre, comme vivre dans différents pays. C'est un vrai témoignage d'une vraie personne. Dans ce petit livre de psychologie sur le regret, ils ont développé un questionnaire qui à ce jour a reçu près de 26 000 réponses, ce qui leur a permis de définir différents types de regrets. Et il y en a un qui est largement plus représenté que les autres, l'inaction. Quand on n'a pas fait quelque chose qu'on voulait faire et que c'est trop tard. L'auteur propose que ces différents regrets peuvent être utiles. Si prêter attention à ses émotions permet d'en apprendre plus sur soi, examiner ses regrets serait une bibliothèque d'informations à notre sujet, sur nos valeurs et nos désirs, nos angles morts, nos complexes, nos traumas. Ma première pensée était que ça semble affreusement cliché. Puis j'ai été un peu confus. Je ne voyais pas comment un regret pouvait être utile. Moi j'en ai, certes, mais ce qui est fait. À quoi bon y penser ? Il y a des gens qui vivent des choses bien pires, pas sûr d'avoir besoin d'un... J'aime pas. Je ne connais même pas mes 3 mois de progrès en 10 ans, c'est cette incohérence visuelle. Si j'avais commencé plus tôt, je serais bien meilleur. Comment domestiquer ses regrets ? En 3 étapes. Première étape, l'expression. Les exprimer est une action satisfaisante et utile en elle-même. Pas forcément besoin d'en parler à quelqu'un, ça peut être fait dans un livre ou devant un miroir. Il faut oser. Sans honnêteté, tout ça ne sert à rien. Je regrette de ne pas avoir poursuivi une carrière créative. Je pense avoir mal choisi. Je m'en veux beaucoup et je me trouve pas très bon. Si j'avais commencé plus tôt, je serais meilleur. Deuxième étape, l'auto-compassion. Je les vois venir. Même quand tu es nul, tu dois être gentil envers toi-même. Tu parles d'une innovation. Je trouve ça même pathétique. Pardon, j'ai laissé le micro à ma voix intérieure. Ce livre de psycho est un bon complément à celui sur le regret. Il porte spécifiquement sur l'autocompassion, ses bénéfices démontrés, et compile beaucoup de recherches sérieuses sur ce thème. Compassion, en latin, ça veut dire souffrir avec, ensemble. Le but est d'accompagner quelqu'un quand il fait face à de la souffrance. Ici, celle associée à un regret, et de doucement désapprendre le réflexe d'autocritique qui vient typiquement avec, afin de réussir à les accepter, s'en distancer, puis s'en servir pour ne pas reproduire les comportements qui en sont à la source. Ok, voyons ce que ça donne. Je regrette de ne jamais avoir poursuivi une carrière créative. Et tout ça alors, c'est pas rien ? Je voulais commencer plus tôt, beaucoup plus tôt. Il n'est pas trop tard, il n'y a pas à s'en vouloir. Tu peux être fier de ce que tu fais maintenant. Tu peux prendre des cours de dessin et de piano. Je suis encore si loin de mes objectifs. Je trouve ça minable de s'offrir de la pitié alors que je ne suis pas à la hauteur. Mais tu es trop dur. Cette étude démontre que la critique de soi est contre-productive et associée à tout un tas d'émotions négatives. Je me fiche de ce qui est démontré. La science n'a rien à voir avec comment je me ça ne sens. marche pas, visiblement. Trop sévère. Trop sévère. Les mots de réconfort ne servent à rien. Seule l'action a de la valeur. Faire bouger les choses. Pourtant, la compassion n'est pas de la pitié ou même de l'indulgence. Ce n'est pas une excuse pour justifier un échec et ne pas assumer la honte qui va avec. C'est juste être ensemble. C'est juste être ensemble. Je pense que je m'y prends mal. Il faut que j'accorde à moi-même ce que j'accorde aux autres. Quand je souffre seul, c'est juste moi, c'est pas grave. Mais jamais, jamais de la vie je ne penserais cela si je voyais souffrir devant moi une autre personne, encore moins si c'est quelqu'un de cher à mon cœur. Cette personne ayant la vulnérabilité
Et le courage de me dire qu'elle souffre ou qu'elle regrette quelque chose ne me donnerait pas l'impulsion de dire « tu le mérites et t'es trop nul », évidemment. Mais aussi, pas de proposition de plan immédiat pour régler la situation. Pas de remise en question, juste être là, la plus basique des gentillesses. Être attentif et à l'écoute. À moi-même, ce que j'accorde aux autres. C'est simple en théorie. En pratique, je sais pas, je me sens limite gêné. Ma première intuition est de me demander, est-ce utile même ? Enfin, c'est débile, je vais pas... J'ai l'impression que c'est pas comparable. La compassion à mon prochain a du sens, car la situation n'est pas de leur faute et ils ont besoin d'espace. Mais moi, si j'ai le potentiel de réussir et que je n'y arrive pas, je suis responsable, donc quelque part, c'est pas que je mérite ma souffrance, mais c'est logique que je me sente mal, et c'est à moi de faire mieux. Et comment faire mieux si ce n'est par le travail ? Je sais que j'ai déjà constaté que l'effort démesuré n'est pas un antidote. Je sais que plein de choses ne sont pas de ma faute, je sais. Mais cette croyance est vraiment profondément ancrée dans mes os. Je le fais, même si je sais. Faire mieux ne sert à rien. Lire des bouquins ne règle rien. Dans les mots de John Green, la douleur exige d'être ressentie. Elle réclame notre attention. Si c'est vrai, tu m'étonnes que mes regrets persistent. Mon attention est partout, sauf là où ça fait mal. Mais laisser la douleur exister, ça veut rien dire. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Je sais quand c'est pour les autres. Est-ce que ça fait de moi un hypocrite ? Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Les autres oui, moi non. Peut-être. C'est juste plus fort que moi. Les croyances inconscientes ne peuvent pas être remodelées en une nuit. Mais elles le peuvent. Pas vrai ? Je trouve un peu de courage dans les mots de Heidi Priebe, une auteure en psychologie. Elle dit que le changement se fait dans les tranchées. Ça signifie que la vraie opportunité de changement existe au cœur d'une réaction émotionnelle forte. Quand je suis calme et que tout va bien, c'est facile de me dire que je dois m'accorder de la compassion. Mais si, quand je suis dans les tranchées, j'ai la force de ne pas céder à mes réflexes sévères et cruels, la situation reste difficile, mais je peux permettre à mon cerveau d'enregistrer une situation de plus où j'ai choisi l'amour. Une opportunité après l'autre, année après année, je dois croire que ça peut aller mieux. Je regrette de ne pas avoir poursuivi une carrière créative. Et je m'en veux tellement. Et je mérite de me sentir comme ça. Sois honnête, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu changer les choses. Je ne l'ai pas fait. Et je prétends que c'est ce que je veux et que j'en rêve. Mais si je n'y arrive pas, c'est pas pour rien, non ? Si j'aimais vraiment tout ce que je prétends aimer, je l'aurais fait naturellement depuis l'enfance, non ? Et je n'arrive pas à digérer l'injustice d'avoir vu mes camarades dans des activités extrascolaires, être inscrit en club, avoir des passions, partir en week-end. Ça doit faire mal. Ça fait très mal. On était petits. Heureusement qu'il y avait le Pentium 4. Le Pentium 4. Je suis sérieux, sans ce bout de ferraille, on ne serait rien. C'est l'ordi le plus lent de l'univers. Et on lui doit tout. Troisième étape, la distanciation et l'analyse. Il est important de ne pas se précipiter. C'est quand l'espace accordé a été suffisant, quand je suis capable d'accepter la situation sans jugement supplémentaire, que je peux créer une distance saine. Tout ce recul me permet de voir que les regrets que j'ai, les vrais regrets, viennent de situations où je n'ai pas écouté mon intuition. Pour ma défense, je comprenais mal mon intuition. Et même aujourd'hui, je ne pense pas la maîtriser car parfois elle est étouffée par d'autres voix contradictoires en moi, particulièrement celle de la peur. Si je devais décrire cela avec des mots, de façon très imparfaite et subjective, je dirais que la voix de la peur qui me dissuade de faire certaines choses ou qui me force à faire ce qui ne me ressemble pas, elle est familière, comme si elle venait du passé. Quelque part,
Elle est bienveillante, car c'est un écho de mes anciens mécanismes d'adaptation qui me protégeaient autrefois. Elle est désagréable et automatique, tandis que l'intuition est basée dans le présent. Elle est subtile, mais ferme et plus lente à se former. Si elle me dit de suivre un chemin, ça ne veut pas dire que je n'aurai jamais de doute ou de crainte en cours de route. Ça veut juste dire que je veux suivre ce chemin. Si devant quelque chose mes pupilles se dilatent et mon cœur bat plus vite, ce n'est pas anodin. Je veux me laisser guider par ce sentiment sans le remettre en question. Si j'aime, c'est suffisant. Si des années plus tard je réalise que je me suis trompé ou que je n'ai pas pu suivre les autres chemins que je voulais, peu importe. J'aurais certainement apprécié la route car je me serais écouté. Si je m'aime suffisamment, mon instinct ne peut que me vouloir du bien et m'emmener là où j'ai besoin d'être, en me respectant moi et en rassurant le petit bonhomme en moi. Le reste de cette étape, c'est juste de l'organisation pour être honnête. Faire un plan, chercher l'aide dont j'ai besoin. Là et là seulement interviennent les outils comme les master plans, les méthodes essais-erreurs, etc. Ça marche seulement si derrière il y a amour et connaissance de soi, pas un manque d'estime et une déconnexion émotionnelle. Sur ces fondations peut fleurir la discipline et l'éthique de travail nourrie par la passion et rien d'autre. J'ai encore le seum pour plein de choses. Ça ira mieux doucement. L'existence est imprévisible et elle décide pour beaucoup. Toutes ces vies que je n'ai pas eues, tous ces autres moi, peu importe où ils sont, j'aime l'idée qu'ils font tous de leur mieux et que si je souffre à cause d'un regret, je ne suis pas tout seul. Papa, filme-moi s'il te plaît. Initialement, j'ai écrit cette vidéo parce que j'avais peur. Peur de ne pas faire assez, de gâcher mes talents. J'attendais de ce projet qu'il fournisse un cadre pour me pousser à travailler, à développer une meilleure productivité, à accomplir, à vivre sans regret. Les choses n'ont pas tourné comme prévu. Au final, ça m'a surtout mis en face de vérités inconfortables, même insupportables à mon sujet. Au cours de la poursuite de ce projet, beaucoup a changé. J'aime à croire qu'aujourd'hui, ma perspective est un peu plus nuancée et plus respectueuse de ma personne. Si vous m'aviez demandé il y a presque 3 ans, quand j'ai fini la première version du script, « Est-ce que tu penses avoir gâché ton potentiel ?» J'aurais certainement répondu de façon stoïque que oui, un peu. Pour certaines choses, il est trop tard. Pour d'autres, il est encore temps pour travailler dur. Comme d'habitude, mon travail et mes efforts auraient été grands dans la quête de la timeline idéale. Mais comme d'habitude, ils auraient été nourris par l'ego, la peur de décevoir, la culpabilité, la honte, et auraient certainement fini en burn-out, une fois de plus. À la même question, aujourd'hui je répondrais que j'ai encore beaucoup à apprendre sur moi et sur le monde. Mais de toute évidence, développer mon potentiel n'est pas maximiser ma productivité, et encore moins poursuivre désespérément une image idéalisée de moi-même. Ce serait plutôt construire ma vie authentiquement, à partir d'une profonde connaissance de qui je suis, de ce dont j'ai besoin, de ce que j'aime sincèrement faire, comprendre et accepter les circonstances défavorables de mon passé, avoir de la compassion et de l'amour envers moi-même pour mes erreurs et mes regrets, avoir de la gratitude tout le long du voyage, être en phase avec mes intuitions et être plus à l'écoute de mon enthousiasme enfantin. Il y a peut-être un nombre de timelines infini, certes, un potentiel complètement au-delà de mon contrôle, de quoi être paralysé. Mais avec cette perspective, la notion de gâcher n'a sa place nulle part. Il n'est jamais trop tard pour commencer une quête de savoir et de compréhension, et avec compassion, je ne me punirai jamais de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je ne suis pas en retard. Mon errance fait partie de mon histoire, et je chéris tous mes détours.